un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 21 juillet et nous nous retrouvons en direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord après une chronique, effectivement, qui avait été enregistrée à l'avance puisque lundi dernier, nous étions le 14 juillet et que le studio de votre radio préférée était fermé. Voilà, donc aujourd'hui, je vais revenir une fois encore sur la question d'Israël, Palestine, de toutes les questions que ça soulève à travers différents textes, en cherchant à travers ceci, comme on a un petit peu l'habitude, amener chacun à agiter un petit peu ses cellules grises pour comprendre la situation, et à partir de textes dont certains sont des textes assez anciens, chacun puisse prendre sa part à cette réflexion sur ce qui se passe dans cette région du monde, pourquoi ça se passe comme ça et vers comment on peut élaborer une vision de l'avenir pour cette région du monde, une vision qui soit une vision dans la paix, puisque cette région vit dans une guerre quasi permanente depuis des décennies et des décennies. Donc le premier texte que je vais vous lire, comme les autres d'ailleurs, sont extraits du dernier numéro du mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée, La Raison, le numéro des mois de juillet-août, c'est un numéro double pendant l'été. Et ce premier texte est un texte qui a été écrit le 26 mai 1936, donc il y a près de 90 ans. Et il est important de garder à l'esprit la date, cette date du 26 mai 1936. C'est un texte de Gabriel Péry, qui a été publié dans le journal L'Humanité et qui concerne la Palestine. Donc, voilà ce qu'écrit Gabriel Péry le 26 mai 1936. La révolte en Palestine. Depuis plus d'un mois, pour fixer une date depuis le 15 avril. Donc le 15 avril 1936. La Palestine est en état de révolte ouverte. Les manifestations et les échauffourées sanglantes s'y multiplient. Les dernières journées ont fait 36 morts dans la population arabe, dans la population juive et dans le corps britannique d'occupation. De nouveaux renforts de tanks et d'autos blindés ont été envoyés vers la Palestine. Les événements méritent de retenir l'attention et il est indispensable, à notre avis, de corriger les interprétations erronées qui peuvent surgir à leurs propos. D'aucunes affirment volontiers que les troubles en Palestine ne sont, au demeurant, que le résultat de la propagande hitlérienne et des intrigues mussoliniennes. On nous permettra de ne pas souscrire à ce jugement. Que le fascisme hitlérien et le fascisme mussolinien s'efforcent d'utiliser tous les incidents de la vie internationale et de les exploiter pour leurs fins suspectes, nul ne saurait le contester. Mais on aurait tort de s'en tenir à ces données pour apprécier d'une façon correcte le mouvement palestinien. Les Arabes se sont révoltés en 1929 alors que l'hitlérisme n'était pas au pouvoir et qu'aucune rivalité n'opposait la Grande-Bretagne et l'Italie. La révolte palestinienne se rattache au mouvement général de rébellion qui agite tout le monde arabe, celui d'Égypte et de Syrie, comme celui de Palestine. Cette révolte était-elle justifiée ? Nous croyons qu'elle est parfaitement justifiée. Nous ajoutons qu'à notre avis, on se trompe lourdement en l'assimilant à un mouvement antisémitique. L'antisémitisme nous est profondément odieux. Mais ce n'est pas contre les Juifs considérés comme tels que se rebellent les Arabes. C'est contre une forme d'exploitation imaginée et mise en train par l'impérialisme britannique. Au fond, sous prétexte de foyer national juif, s'est organisée en Palestine une véritable spoliation des Arabes. La grande société sioniste Keren Asseyod est spécialisée dans ces spoliations. Donc, cette société est le principal instrument financier de l'agence juive, reçu entre 1934 et 1938 de la Lloyds Bank un montant total de près de 675 000 livres sterling. C'était une parenthèse. Profitant de l'absence de titres de propriété chez les fellahs et les bédouins, elle se met d'accord avec un féodal, cheikh, arabe, pour s'approprier des terres.
Après quoi, elle avise les fellahs qu'ils doivent abandonner la terre sur laquelle leurs ancêtres ont peiné pendant des siècles. Si les fellahs n'obtempèrent pas, la société appelle à la rescousse les soldats britanniques. Il y a mieux. Une véritable chasse aux ouvriers arabes a été organisée par une autre organisation, l'Histadrout, qui est l'organisation syndicale sioniste. Chaque année, à la fête de la cueillette des oranges, de véritables expéditions punitives sont organisées par les troupes d'assaut sionistes sur les chantiers, dans les usines, d'où les ouvriers arabes sont impitoyablement chassés. Voilà comment le sionisme organise des pogroms à rebours. Les méthodes que nous mentionnons sont très exactement celles de l'hittérisme que l'hittérisme emploie à l'égard des Juifs en Allemagne. Comment, dans ces conditions, la population arabe ne s'insurgerait-elle pas avec vigueur ? Les chefs de cette révolte ont eu soin de répéter 100 fois qu'ils n'entendaient pas donner dans l'antisémitisme. Ils veulent lutter contre l'impérialisme britannique et contre son allié, le sionisme. Ils réclament l'arrêt de l'immigration juive passée de 80 000 en 1914 à 450 000 en 1935. Ce n'est pas là, quoi qu'on en dise, un mot d'ordre anti-juif. Je rappelle que ces lignes sont écrites le 26 mai 1936. Dans le respect du droit d'asile, c'est dans la solidarité internationale contre le fascisme et non pas dans la complicité avec une entreprise suspecte de spoliation que nous entendons défendre la cause des Juifs persécutés par l'hittérisme. Les Arabes réclament en outre, je poursuis là donc le texte de Gabriel Péry, les Arabes réclament en outre l'interdiction de toute vente des terres arabes. Ils préconisent la constitution d'un gouvernement national arabe. Ces revendications sont justes. Elles s'inspirent de la volonté d'un peuple de secouer une domination suffocante. La cause des travailleurs juifs, pourchassés par les dictatures fascistes, n'est pas celle des exploiteurs des grandes sociétés sionistes et de leurs troupes d'assaut. Elle se confond avec celle des opprimés de toute couleur et de toute race qui ne veulent pas se laisser dépouiller. Fin de ce texte de Gabriel Péry, dont je rappelle que c'est un homme politique communiste, un journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941, après avoir refusé de signer une pétition condamnant les, entre guillemets, actes de terrorisme. Voilà, je pense que c'était très 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 important de lire ce texte et de le remettre vraiment dans son contexte donc du 26 mai 1936. Et on peut voir, 90 ans après, la très très grande actualité des questions qui sont soulevées dans ce texte. Deuxième texte que je vous propose, c'est un texte, ou plus exactement une note de lecture sur un ouvrage de Pierre Sommermeyer, Israël-Palestine 2003-2024, Chroniques libertaires. Cet ouvrage est un recueil de chroniques paru dans Le Monde libertaire, journal de la Fédération anarchiste, par l'auteur, pendant 21 ans. Cela aide bien à se rappeler le fil des événements et des questions posées à tous et aide aussi à se forger un point de vue argumenté. Vous allez voir dans cette recension qu'il permet d'ouvrir un débat très large et indispensable, me semble-t-il, et c'est donc un livre utile à ce titre notamment. Je voudrais préciser que cette recension donc, sur cet ouvrage est un texte donc, de Christian Echen. Je poursuis. Il commence par une chronique de novembre 2003 qui pose une question essentielle et fondamentale sur la légitimité de l'État d'Israël. Pierre Sommermeyer cite avec raison Edith Zerta, historienne israélienne. Les créateurs de cette mémoire, la Shoah, étaient des politiques, des idéologues qui n'ont pas subi personnellement la solution finale nazie. C'est là que commence le processus de dévaluation et de l'instrumentalisation de la Shoah en Israël. Fin de citation donc de cette historienne israélienne, Edith Zerta. Et Christian Echen reprend. Je partage totalement ce point de vue. Il y a une chose à proprement parler d'inimaginable il y a encore peu. Netanyahou et les fascistes sionistes, en conduisant le génocide du peuple palestinien, auront réussi à faire cette chose incroyable, détruire la légitimité frelatée de l'État d'Israël, basée sur le génocide de 6 millions de Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, légitimité frelatée. Car personne ne peut prétendre que les 6 millions de victimes juives auraient accepté ce qui se passe en leur nom en Palestine. C'est stupéfiant de tous les points de vue.
On ne pourra plus parler de l'Holocauste sans penser immédiatement à celui de Gaza. Voici le résultat du sionisme contre le judaïsme. Ce que tous les antisémites coalisés n'auront pu faire. L'extrême droite israélienne leur a réussi. Un comble. Délégitimation inéluctable de l'État sioniste. Cette délégitimation de l'État d'Israël conduit à poser une autre question, comme la faisait la déclaration internationale de l'Association internationale de la libre pensée le 20 septembre dernier. À qui appartient la terre de Palestine ? À ceux qui y vivaient et y travaillaient avant la déclaration Balfour, 1917, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, d'autres croyances ou laïcs. Tous ceux qui sont venus coloniser et voler une terre qui ne leur appartenait pas après 1917 n'ont aucun droit sur cette terre. Les colons sionistes, les juifs d'Europe et d'Amérique qui les soutiennent, Hubert Hals, n'ont aucun droit sur la terre de Palestine. Le fait accompli depuis 1917 et 1947 doit être abrogé. Il n'a aucune légitimité. Les puissances impérialistes européennes, américaines, asiatiques ont fait de la Palestine la poubelle de leurs crimes et de leur complicité. Le peuple palestinien n'a pas à payer pour un crime commis par les uns avec la complicité des autres. Le crime nazi ne donne aucune légitimité au vol des terres, à l'extermination des Palestiniens et à l'éradication des Palestiniens sur leur propre terre. Les 6 millions de Juifs assassinés par la barbarie nazie seraient révulsés que la même horreur soit accomplie en leur nom contre les Palestiniens. Si on réclame, à juste titre, le droit au retour des Palestiniens sur leur terre après la Nakba, ne faut-il pas s'interroger aussi sur l'exigence du devoir de départ de ceux qui ont volé les terres depuis Balfour ? Pourtant, l'un, le droit, ne peut se faire sans l'autre, le devoir. Comment ne pas réfléchir aussi, en conséquence, à ce qui s'est passé en Algérie après la conquête de l'indépendance du peuple algérien et la question des pieds noirs ? Ce n'est pas une question simple, mais comment ne pas y réfléchir ? Et là, il ne faut pas confondre passion et sentiment et raison gardée. Comment accepter l'apartheid contre les Arabes et le fait que le moindre juif qui est ailleurs que sur la terre de Palestine dans le monde ait plus de droits que le fellah palestinien dont le peuple vit depuis toujours sur cette terre ? Les sionistes croient sans doute qu'ils ont gagné à Gaza. Ils ne se rendent pas compte que leur riposte après le 7 octobre 2023 et les massacres de masse qu'ils ont perpétués ont commencé inéluctablement le compte à rebours de la fin de l'État d'Israël, car ils ont détruit la légitimité imposée de cet État. C'est inéluctable. Cela se fera au prix de drames terribles et de sang encore plus répandus. Nous allons être les témoins de cette tragédie. Que l'on réfléchisse encore une fois à l'Algérie. Quand tant de haine, de sang versé, de massacres ont été déversés de part et d'autre, la mécanique barbare et sanglante se nourrit elle-même de sa propre barbarie. On voit ailleurs que les départs d'Israël de juifs israéliens sont de plus en plus nombreux, car l'avenir est bien sombre, et qu'une angoisse étreint beaucoup sur le déroulement prévisible de la situation. En 2023, 55 300 Israéliens auraient quitté le pays. En 2020, le nombre de départs s'élevait à un peu moins de 21 000. Un journal hébreu a révélé qu'environ 370 000 Israéliens ont quitté le pays depuis le début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre 2023. Bien sûr, chacun souhaiterait autre chose et que la conciliation soit possible, mais comment y croire vraiment ? La solution des deux États est impossible dans cette situation. Elle est mornée car elle repose sur le vol des terres du peuple palestinien. L'auteur souhaiterait, donc là on parle bien sûr de l'auteur du livre Israël-Palestine 2003-2024, Pierre Sommer-Meyer, donc l'auteur, Pierre Sommer-Meyer, souhaiterait qu'une force d'interposition soit amenée en Palestine-Israël. On envoie des casques bleus partout dans le monde, sauf là-bas, du fait de la complicité internationale des impérialismes des grandes puissances. L'Union européenne ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité écrasante dans le silence complice du génocide palestinien. Les États-Unis fournissent les armes pour tuer. L'Union européenne organise le silence sur les tueries. On tue les journalistes pour les faire taire, comme le dit l'auteur. Citation, « Ici, tais-toi et meurs ». On pourrait ajouter « Silence, ici on génocide ». Il y aura un Nuremberg du sionisme.
Ils devront rendre des comptes quand se tiendra le Nuremberg du sionisme assassin du peuple palestinien, car ce procès viendra, et plus rapidement que certains le pensent, car le monde entier assiste en direct au massacre. Déjà, des mandats d'amener ont été délivrés par la justice internationale. Rien n'arrêtera la machine judiciaire. Tous les assassins et ceux qui couvrent leurs agissements meurtriers par des vagissements hystériques devront rendre des comptes. Les poubelles de l'histoire sont déjà prêtes à recevoir leurs déchets en tout genre. Pierre Sommermeyer estime donc dans son ouvrage que la solution viendra de l'intérieur même de la société israélienne. Je ne partage pas ce point de vue, dit Christian Chen, car l'immense masse de cette société n'a strictement rien à faire des Palestiniens, toutes les études le montrent. Seule une poignée de véritables humanistes et de militants s'en préoccupent avec une compassion réelle. Pour l'immense masse des Israéliens, les Palestiniens sont un problème, pas une possible solution. C'est profondément dramatique, mais c'est le monde réel. Des informations très utiles. Outre le débat qu'il peut engendrer, cet ouvrage apporte beaucoup d'informations et d'éléments très intéressants. L'auteur, Pierre Sommermeyer, cite une pétition qui a circulé dans la communauté juive française, citation, portée par quelqu'un d'aussi peu antisioniste que l'icône médiatique Bernard-Henri Lévy. Ce texte révèle une angoisse réelle quant à la situation d'Israël aujourd'hui. Nous voyons que son existence est à nouveau en danger. Nous savons que ce danger se trouve dans l'occupation et la poursuite ininterrompue des implantations en Cisjordanie et dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est, qui sont une erreur politique et une faute morale, et qui alimentent en outre un processus de délégitimation inacceptable d'Israël en tant qu'État. C'est une citation donc du texte de Bernard-Henri Lévy. C'est quand même assez incroyable. Il cite Uri Avneri, un célèbre pacifiste israélien. Donc là, il s'agit donc d'une citation de Bernard-Henri Lévy. Vous pouvez sortir les Juifs du ghetto, mais vous ne pouvez sortir le ghetto des Juifs. Dès sa fondation, l'État d'Israël devint l'État de l'Holocauste. Mais nous ne sommes plus un ghetto impuissant. Nous avons des forces armées puissantes. Nous pouvons même faire subir aux autres ce que d'autres nous ont fait subir. Les vieilles peurs, méfiances, suspicions, haine, les vieux préjugés, stéréotypes, sentiments de victime, rêves de vengeance qui avaient pris naissance dans la diaspora se sont superposés à l'État, créant un dangereux mélange de puissance et de victimisation, de brutalité et de masochisme, de militarisme et de conviction que le monde entier est contre nous. Un ghetto avec des armes nucléaires. Selon Wikipédia, en 30 ans, l'État d'Israël a libéré environ 7000 prisonniers pour obtenir en échange la libération de 19 Israéliens et récupérer les corps de 8 autres. Selon le journal de gauche Haaretz, Israël est au 30e rang des pays les plus corrompus du monde sur les 178 pays pris en compte. Et selon un professeur de l'université Ben Gurion, Yossif Yona, nous pensons que nos dirigeants, c'est une citation, nous pensons que nos dirigeants ont oublié que l'économie doit servir la nation. Une république bananière est en train de se développer sous nos yeux ahuris. Fin de citation. La guerre civile pointe anti-israélien. Netanyahou a même déclaré, citation, « faire une pause pour éviter la guerre civile ». Sur le site K, la revue, on peut lire ceci. Aujourd'hui, pour la première fois en 74 ans d'histoire d'Israël, on entend parler de la possibilité d'une guerre entre frères ou d'une guerre civile. La crainte des Israéliens est que le seuil de non-retour n'ait déjà été franchi. Fin de citation. C'est donc plus une implosion de l'État d'Israël dans une guerre civile qui se profile qu'une solution positive de l'intérieur de la société. Le début de la fin de l'État d'Israël a sans doute bien commencé en Palestine. J'espère, après ces propos, vous avoir montré tout l'intérêt du débat que pose le livre de Pierre Sommermeyer. C'est incontestablement une pierre au questionnement de tous. Voilà, donc il s'agit de l'ouvrage de Pierre Sommermeyer, Israël-Palestine 2003-2024, Chronique libertaire, édition du Monde libertaire, 169 pages, et cet ouvrage coûte 10 €. Voilà. Et donc, un autre texte de Pierre Sommermeyer, qui est beaucoup plus court, Guerre à la guerre. Et c'est toujours Christian Chen qui rédige une note de lecture. Cet ouvrage est sous-titré « Une traversée du pacifisme libertaire ». Cela résume bien son contenu. Il permet de voir les 50 nuances de ce pacifisme, ce qui en fait une force incontestable. L'intérêt ne vient jamais de l'uniformité. Ce petit livre est constitué de textes, de références de militants anarchistes, de références aussi.
Henri David Thoreau commence par une belle affirmation. Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout. De l'État poursuit en affirmant que le militarisme est lié à l'État, affirmation difficilement contestable. Puis Fred Oerter se situe comme le non-violent et préconise la grève générale, les boycotts et la résistance passive comme moyen, et affirme qu'il ne faut jamais répondre à la violence par la violence. Je trouve que l'argumentation la plus construite et la plus efficiente est celle de Barthélemy de Light. Si cependant quelqu'un vous attaque alors que c'est lui qui vous atteint, lui qui emploie la violence contre vous, et vous avez alors le droit de vous défendre. Encore plus, il est de votre devoir de protéger votre liberté, de résister à la coercition et à la contrainte. Sinon, vous êtes un esclave et point un homme libre. La révolution sociale n'attaquera personne, mais elle se défendra contre toute atteinte provenant de n'importe quel côté. Il constate aussi, donc l'auteur de Pierre Sommermeyer, une certaine contradiction entre l'idéal pacifiste et la lutte contre le militarisme. L'organisation des uns entraîne nécessairement l'organisation des autres sur le même modèle. Citation, « Même la milice révolutionnaire animée de l'amour de la liberté le plus grand doit finalement faire place à une armée organisée de façon moderne, c'est-à-dire une armée motorisée et mécanisée. » J'ai une tendresse particulière pour M. Day, car il était le compagnon de lutte de Léo Campion, et je suis dans la même loge maçonnique que lui. L'homme libre. M. Day constatait que la phalange de la raison était invulnérable, elle avance à pas lents et sûrs et rien ne peut lui résister. Fin de citation. Mais le recours à la violence peut tout changer. C'est pourquoi il faut bien distinguer instruction et excitation du peuple. Enrico Malatesta, pour qui j'ai aussi une grande admiration, complétait « Il faut insister sur les buts moraux du mouvement et sur la nécessité sur le devoir de contenir la violence dans les limites de la stricte nécessité. » On est là dans les mêmes questions que posait Léon Trotsky dans leur « Morel et la nôtre », et aussi Albert Camus sur la fin et les moyens. Les partisans de l'émancipation humaine arrivent souvent par deux chemins différents à la même conclusion. Quand les moyens sont contraires à la fin, les moyens tuent la fin. Et ce, contrairement à la calomnie de la réaction contre Lev Davidovitch, Léon Trotsky, qui n'avait jamais dit que la fin justifiait les moyens. Parmi tous les révolutionnaires, personne ne peut échapper à ce questionnement. Pierre Sommermeyer indique, donc dans son ouvrage, allant dans ce sens, les anarchistes qui sont fondamentalement pacifistes, internationalistes, antimilitaristes, libres penseurs, non-violents, anticapitalistes, révolutionnaires, n'ont cessé de se poser toutes ces questions et ont essayé non d'y apporter une réponse, mais des esquisses de réponse. Bien évidemment, l'action et le rôle de Louis Lecoing, le militant pacifiste libertaire, méritent le plus grand respect. Il n'hésita pas à mettre sa vie en jeu pour mettre fin au traitement barbare des objecteurs de conscience. Le respect était si grand que De Gaulle cédera à sa revendication en disant « Louis Lecoing ne doit pas mourir ». L'ouvrage intègre aussi un bref tour d'horizon des révoltes contre la guerre, avec parfois des choses pas trop connues, selon l'auteur. Il y eut une manifestation à Paris le 27 juillet 1914 qui rassembla 100 000 personnes à l'appel de la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire. Il y a aussi des conseils de lecture pour aller un peu plus loin. Il revenait naturellement à Pierre Sommermeyer, né de parents allemands anti-nazis et anti-staliniens et caché enfant en France pendant l'occupation nazie, d'essayer de faire la synthèse de cette grande diversité et de points de vue sous le titre interrogatif « Et la Révolution ». Il y répond par cette affirmation, citation, « Qu'elle soit nécessaire n'est pas discutable, le niveau d'injustice, de violence, d'exploitation a suivi celui de l'augmentation de la population, ce que nous pouvons aussi dire que l'idée même d'une révolution dans un seul pays relève du fantasme. Nous sommes bien d'accord. » Voilà, donc ça c'était la recension de Christian Eschen sur le livre « Guerre à la guerre » de Pierre Sommermeyer, édition du Monde libertaire, 131 pages et 10 €. Voilà, donc je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique, qui est sans rapport direct avec les thèmes que j'ai évoqués dans cette chronique. Il s'agit d'une chanson de Denis de Laplace, « Coup de pied occulte », chanson athée et anticléricale. Nous écoutons donc cette chanson. Je pourrais éventuellement lire les paroles, mais je crois qu'elles sont très compréhensibles dans l'interprétation de Denis de Laplace que nous écoutons. Je veux qu'à ma mort, on m'incinère sans la moindre bénédiction. Pardon
Pardonnez-moi, croyants sincères, si je heurte vos convictions. Je vous salue, mes bien chers frères, qui pratiquez la charité. Mais quand on prend un Dieu pour père, on assassine la liberté. Ayatollah, Salmek, béni oui, évêque, crétin de tous les rites, aveugle ou hypocrite, cagot, bigot, dévot, y'en a ras-le-bol de vous, bondieusserie fanatique, il faut envoi mystique, insectes de toutes sectes, intégristes infects, dans ce chapelet d'insultes, je vous mets mon pied au culte. Vous qui tuez les intellectuels, votre religion c'est de la merde. Votre Dieu n'est même pas cruel, ce n'est qu'un mot creux qu'il faut qu'on perde. Croyez-vous qu'en coupant des têtes, vous parviendrez à massacrer les idées qu'on ne trouve pas toutes faites au bordel des livres sacrés? Ayatollah, Salmek, béni oui, évêque, crétin de tous les rites, aveugle ou hypocrite, cagot, bigot, dévot, y'en a ras-le-bol de vous, bondieusserie fanatique, et il vous renvoie mystique, insectes de toutes sectes, intégristes infects, dans ce chapelet d'insultes, je vous mets mon pied au culte. Je n'ai ni Dieu, ni d'autre maître pour me diriger la conscience, que la simple volonté d'être un frère des hommes dans leur souffrance. En vérité, je vous le dis, toutes vos prières ne sont qu'un leurre. Vous promettez le paradis pour mieux régner sur le malheur. Ayatollah, Salmek, béni oui, évêque, crétin de tous les rites, aveugle ou hypocrite, cagot, bigot, dévot, y'en a ras-le-bol de vous, pompieusserie fanatique, il vous renvoie mystique, insectes de toutes sectes, intégristes infects, dans ce chapelet d'insultes, je vous mets mon pied au culte. Allah Yahvé, ou bien Vishnu, Jéhovah, Jésus ou Satan, vous ne me mettrez pas à genoux devant ces breloques du vieux temps. Un prêtre, c'est toujours un traître à notre condition humaine, un faux prophète qui veut mettre au fond de nos têtes encore des chaînes. Donc il me reste 1 minute pour, en prolongeant le thème directeur de cette chronique contre la guerre, vous appeler à signer la pétition internationale qui circule déjà, pas un sou, pas une vie, pas une arme pour la guerre, qui est déjà signée par des milliers et des milliers de personnes, de responsables syndicalistes, de responsables d'associations pacifistes, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait important de donner toute la puissance nécessaire à cette pétition. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, dès lundi prochain, à 11h30, comme chaque lundi, et toujours sur les antennes de Radio Libre en Périgord. Bonne semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive